je vais passer la parole à Jean-Paul. J'espère que ça filme, hein. Mais c'est le contraire. Non, bon, c'est parce que j'ai quelques invités qui ne connaissent pas. Il faut présenter les invités qu'on connaît Voilà. pas. Et donc, je vous remercie d'abord d'être venus, nombreux et nombreuses. Et j'ai tout à l'heure commencé par féliciter et par remercier Eveline Gourel, qui nous vient Chartres, oh là là, la Barbade, bravo, avant la Barbade, l'Angleterre. Voilà, la Barbade. Donc c'est pour ça qu'elle a un nom qui sonne anglais, Eveline, qu'elle prononce en abrégé Ivy, I-V-Y. Et non, c'est I-V-E-R-L-E-N-E, Eveline Gourel. Elle est chanteuse, enfin elle fait beaucoup de choses, hein. Elle est poète, elle chante du gospel, et voilà. Tout à l'heure, pendant la scène ouverte, chacun pourra compléter. Si on a assez de temps pour faire une scène ouverte, j'espère. Chacun pourra compléter la présentation. Et Aïssata, Madame Aïssata Boundi Traoré, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est présidente de 3 associations. Action pour l'Afrique, Urgence Sahel, Organisation Sahel sans frontières, et puis Ensemble pour une vie meilleure au Mali. C'est une dame qui est très courageuse. Hein. C'est la première fois que je le lui dis, parce qu'elle avait organisé des caravanes au Mali pour passer d'une communauté aux autres communautés pour essayer de resserrer les liens. Vous savez, j'ai dit qu'elle est courageuse parce que là-bas, c'est les djihadistes. Les soldats français étaient là-bas, justement. Il en faut un sacré courage pour envisager une telle action. Mais elle est confiante. Bon, en tout cas, je ne la décourage pas, mais je lui recommande quand même d'être prudente. Aïssata Boundi Traoré. Elle a travaillé un peu à l'UNESCO avec la délégation du Mali, avec la culture, le département, le secteur de la culture. Donc elle était là-bas lors de la semaine africaine de l'UNESCO 2022. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés. La coordinatrice d'ailleurs avait prévu de venir aussi de l'action, elle était intéressée par ma conférence, qui a aussi connu Ferdi Ajax, qui était également à la semaine africaine de l'UNESCO, au Salon des auteurs. Le Salon des auteurs a été créé pour la première fois en 2019. Et ça a été réédité en 2021, parce qu'en 2020, il y avait l'épidémie. Après 2021, 2022. Bon, en 3 éditions, j'étais aux 3 éditions, en fait. J'ai fait partie des tout premiers. Ferdi était, en tout cas, elle était là, et puis elle était intervenue en 2022. En plus, Haïti, depuis 2021, a adhéré au groupe Afrique de l'UNESCO. Le groupe Afrique était constitué de 54 États membres de l'Union africaine. La République d'Haïti a intégré le groupe, donc maintenant le groupe comporte 55 États. Donc voilà pour les présentations. Monsieur Joël Comte, le président de l'association Rencontres européennes Europoésie. À ses côtés, son épouse, Madame Florence Comte-Taillasson. En fait, monsieur s'appelle Comte, Madame Taillasson, et il s'appelle maintenant Comte Taillasson. Tous les deux. Tous les deux. Ah non, oui. Tu vas prendre la vidéo. Comment? Ça ne fait pas un
Bon, les nouveaux venus, les nouvelles venues auront l'occasion de connaître tout le monde. Elisabeth Introligator, j'ai déjà parlé de Iverline, Borel, monsieur Christian Leroux. Christian Leroux, Claude Plossignac, Madame Claude Plossignac, Françoise Lavallée, Anne-Marie Sotero, Nicole Robert, Jean-Paul Villermé. Jean-Paul Villermé est l'animateur de ce lieu. Parce que chaque lieu de rencontre a un animateur attitré. Comme je n'ai pas là, c'est Madame la Oui, mais pour l'instant, il est là. Pour l'instant, il est là. Bon, Madame Madame Françoise Lavallée, elle anime un autre endroit qui s'appelle le restaurant Le Coucou des Peupliers, dans le 13e. C'est elle qui anime là-bas. Bon, quand Jean-Paul n'est pas là, bon, elle aime bien assurer la relève, quoi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Sergi Ajax, c'est la seconde fois que je l'invite ici, dans le cadre de mon cycle de conférence sur diversité et culture. Elle était réinvitée déjà, également par la Rencontre européenne, pour présenter ses œuvres. Donc c'est au moins la troisième fois qu'elle se présente devant vous. Oui, une fois elle est absente, et elle a dû assurer sa relève avec l'appui de Laurent Fonladosa. C'est bien ça, Fonladosa. Bon, voilà. Tout à l'heure, tu passes le micro et tu veux te présenter? Tu veux oublier quelque chose? Il y a un présentateur. Ah, pardon. Je vais passer le micro à Jean-Paul. Il a peut-être un mot de bienvenue à souhaiter à tout le monde. En même temps. Oui, c'est bon, ça marche. Vas-y. Allô, vous m'entendez? Non. Il faut le mettre en haut, vers le haut. Et il avait l'air. 1, 2, 3. Ça qui marche bien. Bon, bienvenue, parce que tu as tout dit, donc voilà, tu as présenté tout le monde. Donc je vous souhaite la bienvenue, ça va? Comme ça, c'est mieux. C'est parfait. Bon, je vous laisse la parole, puisque de toute façon, c'est vous qui allez gérer le truc. Hein. Vous avez le droit de déborder, ne vous inquiétez pas. Voilà, on n'est pas à 5 minutes près, sauf pour les hôteliers, mais nous. Ok? Merci. Je vais peut-être ajouter un mot sur elle-même, sur ses ouvrages. On était là pour les détester. Oui, c'est pour mieux faire On parle de connaissance. tout le monde sauf de lui. On va parler de lui, t'inquiète pas. Ok, merci. Bon, Ferdi Ajax, elle est musicienne, chanteuse, poète, romancière. Voilà, elle a plusieurs livres. J'ai demandé si elle avait des livres à dédicacer. Et elle n'a pas songé à m'apporter. Non, mais le but c'était de test. C'était de test, ok. Bon. Cette conférence inscrit, cette rencontre s'inscrit dans un cycle de conférences que j'ai inauguré avec un accord avec Joël Comte et Ancien Dieu, avec le programme de rencontre européenne Europoésie, j'ai inauguré en 2013. C'est un cycle de conférences sur le thème diversité et culture. Ces personnes d'exception venues d'ailleurs. J'ai lancé un appel à contribution. Mon rituel, c'est de présenter rapidement le livre, cet appel à contribution pour situer un peu le cadre de la conférence. Bon, il y a eu plusieurs interventions déjà. On a parlé de Bossuet Senghor, on a parlé de Assiette Débat, qui était à l'Académie française, on a parlé. Bref, je lis l'appel à contribution pour le placer simplement dans le contexte. Ma société Parole éclatée.
EUR de traduction, conseil et services professionnels et d'édition. Ça fait longtemps que j'ai l'intention de démarrer le volet éditorial, c'est-à-dire mes activités d'éditeur. Mais bon, jusqu'ici, je préfère m'adresser aux éditeurs existants pour qu'ils puissent mettre au texte. Mais c'est inscrit dans les statuts, n'est-ce pas, l'activité d'éditeur. Donc, je m'apprête à démarrer sur le volet éditorial de ces activités. Si j'articule mal, n'hésitez pas à me... On siffle. Oui, à me le dire. Donc, à cet effet, j'organise en partenariat avec plusieurs associations, loi 1901, dont Rencontre européenne, Europoésie, et le Conseil des Mariannes de la République et d'Europe. Je n'ai pas réinvité la princesse Alzheimer, j'aurais pu le faire, mais bon, autant pour moi, c'est une petite négligence. Je l'aurais fait depuis 2 mois, environ, ou 3, et c'est pas mieux. Donc, ces associations sont partenaires, donc, et j'ai commencé par préparer par annoncer un colloque en 2013, après que Joël Comte m'a invité, m'a fait l'honneur de m'inviter en 2012 pour présenter une conférence sur Aimé Césaire. Je me suis laissé rattraper par le virus des conférences, et voilà pourquoi j'ai démarré le cycle de conférence en 2013. Donc, diversité et culture, ces personnes d'exception venues d'ailleurs. Il s'agira de présenter quelques-uns des nombreux exemples de personnes issues de l'immigration ou réfugiés politiques, venus de la Russie, d'Espagne, de la Pologne, de la Roumanie, d'Allemagne, de la Hongrie, du Chili, du Vietnam, de la Turquie, de la Côte d'Ivoire, d'Afghanistan, etc., qui ont contribué puissamment au rayonnement culturel de la France ou d'autres pays du monde, où elles ont été accueillies ou dont elles ont acquis la nationalité, sans discrimination de race, de religion ou d'origine. Parmi ces exemples, quelques figures auxquelles le quotidien Ouest France a choisi de rendre hommage dans sa livraison du 24 mars 2013, à l'occasion du Salon du Livre. Donc, je vous livre par là la source de mon ambition de lancer un colloque, c'était le journal Ouest France. J'ai publié un article qui m'a plu, j'ai embrayé là-dessus. Donc, Ouest France, dans sa livraison du 24 mars 2013, a choisi de rendre hommage à ces réfugiés-là. Le théologien Paul Evdokimov, le surréaliste Victor Brauner, les écrivains Mila Kundera et Brayton Breitenbach, la styliste Catherine de Carolyi, le cinéaste Yilmaz Güney, le musicien Georges Chifra, donc le surréaliste, j'accueille donc le docteur Yossi, David Yossi, qui est un habitué de ce lieu, il est déjà venu plusieurs fois. Donc, la styliste Catherine de Carolyi, le cinéaste Yilmaz Güney, le musicien Georges Chifra, l'auteur-compositeur Geoffrey Oriema, etc. Nous devons ajouter le roumain Eugène Ionesco, et ça c'est un peu ma touche personnelle, hein. Le roumain Eugène Ionesco, le sénégalais Léopold Sédar Senghor, les américains Julien Green, d'abord, puis Marguerite Yourcenar, l'algérienne Assia Djebar, née Fatima Zora himalayenne, devenue membre de l'Académie française. Le sénégalais Ousmane Sow,
admis en 2013 à l'Académie des Beaux-Arts de Paris. Le danseur étoile Rudolf Nureyev, 1938-1993, fils de Tatars musulmans, qui fut directeur de la danse à l'Opéra de Paris. Le peintre Marc Chagall, 1887-1985, qui était né Maurice Chagallov, russe donc, qui fut l'un des peintres les plus connus du XXe siècle et qui, confronté à l'antisémitisme, comme le rappelle justement le journal Ouest France, cité ci-dessus, s'est réfugié en France en 1933. Et puis Henri Verneuil, 1920-2002, réfugié arménien de Turquie, cinéaste né à Chaude-Malakian, qui débarque à Marseille en 1924. Miguel Ángel Estrella, né en 1940, pianiste argentin torturé par la junte, naturalisé français en 1985. Maria Casares, 1922-1996, actrice originaire de Galice, dont le père fut l'un des fondateurs de la République espagnole. Henri Troyat, 1911-2007, né Lev Aslanovitch Tarasov à Moscou, chassé par la révolution russe et arrivé à Paris en 1920. Et élu également à l'Académie française, Henri Troyat. François Fechter, 1909-2008, historien et politologue, hongrois, entré en France en 1938, devenu français en 1955. Tous des étrangers devenus des gloires françaises. Sur le continent américain, nous pouvons citer entre autres le savant et découvreur Einstein, juif allemand émigré aux États-Unis, père de la théorie de la relativité, etc. Le sous-titre du thème, ces personnes d'exception venues d'ailleurs, s'applique aussi naturellement aux champions sportifs, aux descendants d'esclaves noirs arrachés à leur continent africain il y a 5 siècles, comme Aimé Césaire, à des artistes vivants de grand talent comme l'Arménien Charles Aznavour, qui nous a quittés maintenant. Je dois mettre à jour mon texte. Le Polonais Stan Ruśnicz, dont je n'ai pas de nouvelles, et qui est aussi très âgé. Ce dernier n'a pas bénéficié à ce jour, à ma connaissance, de la couverture médiatique qu'il aurait largement méritée, et d'une prise en charge par une grande maison de production musicale. Paroles éclatées et moi-même sollicitons toute contribution écrite, libre de droit, que leurs auteurs s'engagent à nous céder gracieusement en vue de la publication des actes du colloque. Même s'il n'y a pas de colloque, il pourrait y avoir un ouvrage collectif, n'est-ce pas? Comme j'ai suffisamment de matière maintenant, ça pourrait même être fait en 2023. Ce n'est qu'une question de temps et de détermination. Donc, bon, si le colloque a lieu, effectivement, une partie du colloque sera consacrée aux auteurs qui ont des ouvrages publiés, issus de la diversité, pour leur permettre de présenter en 10 minutes leurs ouvrages. De même qu'aux entrepreneurs, responsables associatifs, issus de la diversité, ou dont l'activité est tournée vers l'étranger. C'est-à-dire, on peut être français, si on a œuvré pour la promotion de la diversité, on a parfaitement sa place dans nos discussions, dans nos rencontres. Et c'est à ce titre que j'avais inclus Joël Comte dans les conférences que j'ai organisées, dans ce cycle de conférences, avec la précieuse contribution de sa compagnie. Diverses allocutions sont prévues. Bon, ça c'est pour le colloque. Et donc j'ai dit, colloque ou pas colloque, un ouvrage collectif peut être édité
Et je prends exemple sur mon confrère Jean-Célestin Edangué, qui a pris l'initiative de nous rassembler en 2019 à l'UNESCO sur la cinquantaine d'auteurs africains qui étaient présents. Il a pu faire une invitation, moi j'avais contribué tout de suite. Une quinzaine de personnes ont donné leur contribution et ça a donné lieu à un ouvrage de 248 pages intitulé Rencontres à l'UNESCO. Lumière sur les plumes des diasporas africaines. Ça a été préfacé par Madame l'ambassadeur du Gabon, déléguée permanente du Gabon auprès de l'UNESCO, qui était présidente en exercice du groupe Afrique de l'UNESCO. La conférence aujourd'hui, je remercie Ferdi Ajax d'avoir accepté mon invitation. En réalité, c'est elle-même qui m'a soufflé l'idée. Le jour de l'hommage à Léopold Sédar Senghor au concours des peupliers, elle m'a dit il faudrait que tu songes à rendre hommage à René Depestre. Alors je lui ai dit je te confie la tâche. Elle avait déjà présenté 2 conférences sur René Depestre dans d'autres lieux, n'est-ce pas? Ça, c'est la 3e fois qu'elle va nous le présenter. René Depestre est un grand poète haïtien, presque, enfin, plus ou moins de la génération des Césaire et des Senghor, même s'il avait 20 ans. Il était de 20 ans plus jeune qu'eux, n'est-ce pas? Césaire étant né en 1913 et Senghor en 1906. Il est né, je crois, en 1922, quelque chose comme ça. 26, bon voilà, dans les années 20, quelque chose. Voilà, donc ça c'était une petite introduction. Je vais passer la parole à... J'ai oublié quelque chose? D'accord. Ferdi attend une personne qui vient d'être arrivée. Bon, donc nous saluons une stagiaire qui travaille avec Ferdi Ajax. Donc René Depestre, j'ai d'abord caressé l'idée. J'ai d'abord eu l'ambition d'essayer de le faire venir parmi nous. Ben, il a 97 ans, il est fatigué, et ça n'a pas été possible. Donc je vous remercie. Je vais vous demander d'acclamer très fort Ferdi Ajax, à qui je vais passer la parole. Ok, merci. Merci à vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et je remercie Joël et son épouse, et Florence, et l'association Poésie Roumanie de nous accepter pour cette conférence. Je remercie Victor dans ses paroles éclatées, qui a expliqué beaucoup de choses pour dire qu'il a sélectionné les poètes et les écrivains venus d'ailleurs, tout simplement, pour mettre à l'honneur en conférence. C'est tout ce qu'il voulait dire en disant toutes ces phrases-là, des heures qu'on a épuisées. Et voilà, en 2 mots. Et voilà, je vais présenter cette conférence concernant René Depestre. En 2018, j'avais déjà fait une conférence intitulée René Depestre, un aventurier merveilleux. Parce que pourquoi ce titre? C'est un homme, on le voit, bon, c'est un Don Quichotte aussi de la littérature, parce que quand il était jeune, ses mots pèsent plus fort. C'est pas un grand homme mais de taille, mais ses mots dépassent tout le reste. Il a été expulsé de partout où il est passé parce que
Il a commencé dans le journalisme d'abord, à 16 ans. Et c'est à 16 ans aussi qu'il a publié son premier recueil, Le Minet Noir, qui a eu un grand succès tout de suite. Et cet homme a eu des prix dans tous les pays, que ce soit Haïti d'abord, il avait que 17 ans, un an après sa publication, et puis à Cuba, à Hongrie, partout où il passe, il reçoit des prix, mais partout aussi il était chassé, parce qu'il parle, il rentre dans la politique très jeune, et pourtant il n'a jamais fait une carrière politique, hein, mais c'est ce qu'on peut qualifier aujourd'hui de journaliste politique. C'est qu'il était là pour critiquer tout ce qui n'allait pas. Et c'est bien aussi. Mais ça lui a coûté beaucoup de choses. Il a laissé Haïti très jeune. À 26 ans, il n'est jamais revenu. Hein. Parce qu'après, il est venu ici pour faire des études. Il a été expulsé. Parce qu'il est entré dans... Il publie. En dehors de ses ouvrages, maintenant, il a une trentaine d'ouvrages. Mais en dehors de ses ouvrages, il publie beaucoup d'articles. Il fait de la politique sans le faire, voilà. Et ma deuxième conférence, c'était, je l'ai comparé, même si ce n'est pas la même époque, c'était René Dépès et Arthur Rimbaud. Parce qu'ils sont aussi des poètes un peu disjonctés, comme on dit, nomades, libres aussi de ces mots. C'est ça aussi la poésie. Voilà, si on ne peut pas parler, quand est-ce qu'on va le faire? La littérature, la poésie, bon. Et je pense qu'on ne choisit pas par hasard. Voilà. Et aujourd'hui, en ce qui concerne cette conférence, mon titre est René Dépès, un poète nostalgique. Pour la simple et bonne raison, qu'on lit ses romans, qu'on lit sa poésie, même s'il a quitté à 94 ans maintenant, ça fait, il a quitté Haïti à 26 ans, ça fait 98 années qu'il est vraiment à l'extérieur. Mais à l'extérieur, la France est le seul pays où il est resté plus longtemps. Ça fait 40 ans quand même qu'il est en France. Et c'est le seul, hein, parce que partout où il passe, 2 ans après, il rentre dans un groupe, il publie quelque chose et puis il est chassé. C'est toute sa vie, c'était comme ça. Mais là, il est tranquille, les yeux encore bien. Et dans sa villa, Adriana, où Adriana, c'est Haïti. Hein, quand j'ai dit qu'un poète nostalgique, Métellus aussi un petit peu a beaucoup parlé d'Haïti et de Jacmel et tout ça. Mais lui, René Dépès, il n'y a pas une œuvre où on ne retrouve pas Jacmel. Jacmel, c'est pas Haïti. Hein. Jacmel devient carrément un personnage dans l'œuvre de René Dépès. Alors je trouve, et il parle aussi de cet ailleurs qui est en lui, d'Adriana dans tous ses rêves, qui est Haïti. Hein. Certains avaient attribué Adriana à une femme de la négritude, comme Senghor a écrit Fameux Noir, Fameux Lui. Non, c'est carrément son pays, Adriana dans tous mes rêves. Haïti est là. René Dépès, justement, est né en 1926 à Jacmel. À Jacmel, pendant 10 ans, jusqu'à l'âge de 10 ans, il est resté à Jacmel. Il a fait ses études primaires chez les frères de l'institution chrétienne. C'est un homme bien éduqué, hein. Même si dans son écriture, il peut aller très loin, mais il y a des limites quand même. On voit l'éducation qu'il a reçue.
Bon, après, il est parti à Port-au-Prince. Jacmel, c'est 10 ans. Hein. Malgré Jacmel dans tous ses rêves, dans tous ses cauchemars aussi, mais Jacmel, il y a vécu que 10 années. Il est parti avec sa mère à Port-au-Prince, parce qu'à l'époque, Port-au-Prince, c'était le centre quand même d'Haïti. Je pense qu'une fois le papa est décédé, la mère qui était couturière voulait se rapprocher d'une grande ville pour pouvoir travailler mieux, parce qu'elle n'a pas refait sa vie, c'est sa maman. Avec ses 5 enfants, parce que René Dépès c'est l'unique fils de la fratrie. Il y a 4 sœurs, et lui c'était le dernier, le plus jeune. Et après, il a continué ses études à Port-au-Prince. Mais ses études, c'est un brillant élève, René Dépès. Dans ses études, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de décadence. Malgré l'absence d'un père, il était le premier de la classe. Mais on voit aussi sa curiosité et la présence masculine. Il était quand même il a eu une scolarité dans une école réservée aux garçons. La présence des frères et quand même a peut-être remplacé cette absence masculine qui manquait à sa vie, parce que c'est pas un voile quand même. On voit que il y a eu quand même de la rigueur dans son éducation. Malgré, on dit que quand il y a, surtout ici, on entend souvent, c'est parce que le papa n'est pas là, mais lui, il n'avait pas son père, mais il est resté, mais il a gardé aussi il a gardé un grand souvenir de son père. Et il dit une fois par semaine, je le cite, papa nous réveillait pour nous emmener voir le lever du soleil sur le golfe de Jacmel. C'était le cinéma du petit matin que je transférerai plus tard sur le plan sexuel en présentant l'acte d'amour comme un acte éminemment solaire. Voilà. Et même s'il était jeune, c'est pour dire aussi qu'il y avait une attention, aussi une affection chez les parents. C'était pas un enfant qui était abandonné et les parents étaient très présents. Le papa prenait, pourtant c'était un pharmacien, il travaillait beaucoup, mais il avait du temps aussi pour ses enfants. Même s'il est parti très jeune, pour un enfant de 10 ans, il se souvient que ce que papa lui disait et tout ça. Mais quand on l'écoute même dans ses interviews télévisées, il parle beaucoup de ses balades avec son père, avec sa grand-mère aussi, parce qu'après, quand le papa est parti, c'est la maman et la grand-mère. Et la maman, quand c'était une styliste modéliste, à chaque fois qu'il y avait une création, qui disait comment tu trouves ma création et tout ça, c'est cette relation familiale aussi. On le retrouve beaucoup chez l'homme dans son attitude, parce que c'est pas quelqu'un. René Dépès, j'ai amené une dernière correspondance, mais c'est quelqu'un même dans ses écrits, dans sa présence, lorsqu'on l'aborde pour avoir soit une griffe ou une photo, c'est quelqu'un qui n'est jamais, qui peut jamais être désobligeant. Il est bienveillant. On voit que son éducation, il a été bercé d'abord par le papa qui avait beaucoup d'attention, beaucoup de bienveillance. Et la maman aussi a continué, je pense. Et quand il dit en 1945, avec 2 intellectuels haïtiens, il crée la revue littéraire, La Ruche. Et c'est cette revue qu'il a créée qui va causer son départ.
au début, son départ n'était pas un exil. Parce que c'est le président Élie Lescaut qui avait fait venir en Haïti aussi le Césaire et tout ça. Et c'est un homme qui ne supportait pas la critique. Et René Despès, dans son journal, était là quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, tout était noté. Il a proposé à René Despès une bourse. Il est parti, c'est après, il avait un mandat d'arrêt, qu'il ne devait plus retourner en Haïti. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné tout de suite. Et il n'a pas poursuivi ses études tout de suite à Paris, il est retourné tout de suite en Haïti, il a été emprisonné. Et une fois la prison à 27 ans, il est reparti pour Cuba, où il a été reçu par Fidel Castro. Parce que je pense qu'il est l'un des rares, comme il était l'unique aussi à écrire sur Césaire lors du passage de Césaire en Haïti, mais il est l'un des rares qui avait fait éloge de Fidel Castro, qui avait vu en Fidel Castro celui qui va protéger son pays, qui pensait que si Haïti avait un Fidel Castro, Haïti pouvait se protéger et tout ça. Une fois qu'il a écrit ces articles, il était malvenu partout, mais Fidel Castro l'a invité à Cuba avec les frères Payasso, qui étaient proches de Fidel Castro. Il a dit, moi, quand je suis arrivé à Cuba, et j'arrive, la femme de Castro m'a dit, le commandant est fatigué, il vous attend, et puis j'étais reçu dans la chambre de Fidel Castro. Et c'est rare, il est l'un des rares étrangers quand même à pénétrer la chambre de Fidel Castro. Pour dire que d'un côté, on lui accorde beaucoup de confiance, de l'autre côté, c'était l'homme de qui on pouvait se méfier vraiment. Parce que même aujourd'hui, lorsqu'on l'a rendu hommage en 2018, on avait invité l'ambassade d'Haïti, ils ne sont pas venus. Parce que, la plume de Despès, son langage fait peur. Parce que c'est quelqu'un, même si on va le tuer, s'il a quelque chose à dire, il le dit. Voilà. Et Jacques Mel, les promenades matinales, je retourne sur Jacques Mel, les promenades matinales, il lui a appris à contempler la nature, ce sens inné de la mère nature qu'on retrouve plus tard dans son écriture, comme Alléluia pour une femme jardin. Alléluia pour une femme jardin. La femme jardin, ce n'est pas la paysanne qui travaille la nature, c'est carrément la nature qui devient femme chez René Despès. L'environnement fait partie de ses sujets préférés. Comme aujourd'hui, tout le monde fait attention à l'environnement, lui, si on regarde toutes ses œuvres, comment dire, la nature, les fleurs, les papillons, l'eau, ça a un grand sens, mais un sens primordial dans l'œuvre de Despès. Il décrit aussi Jacques Mel. Il faut dire que Jacques Mel, où est originaire ma grand-mère, Jacques Mel, lorsqu'on connaît Jacques Mel, c'est comme un décor d'un théâtre à ciel ouvert. On est dans un décor on a d'un côté le sommet, parce que il y a beaucoup de montagnes, les maisons sont alignées comme des carreaux tout autour. Et c'est un grand bassin. On a au moins une trentaine de plages, 5 bassins, grand bassin, petit bassin, bassin bleu, bassin rose, parce que l'eau de Jacques Mel a différents aspects de couleurs.
on a turquoise, on a bleuté, on a violet, on a de l'eau, mais et puis il y a des rivières, des sources en bas, on a la profondeur, tout en haut. C'est vraiment un théâtre, une scène de théâtre à l'italienne, Jacmel. Et ce décor-là qui n'a jamais laissé aussi l'œuvre de Despès. Voilà, on peut dire que quand il fait Alléluia pour une femme jardin, on voit cette femme qui danse, qui chante, qui parle, mais c'est comme si une ville de fantômes ou l'imaginaire fantastique d'un petit garçon qui revoit, parce qu'on peut imaginer dans un décor comme ça, je ne parle pas de Port-au-Prince, dans un décor comme ça, on dit Jacmel c'est la ville des poètes, mais on est obligé d'écrire ou de raconter quelque chose lorsqu'on voit une ville comme ça. Ça, mais ouais, bon. Je vais... Il disait aussi que sa maman racontait beaucoup d'histoires. Chaque jour, sa maman avait quelque chose à raconter. Et c'est là aussi, il a appris à raconter, très jeune. Et voilà ce qu'il dit. Chaque fois que je prends la plume, je suis aussitôt projeté dans un matin jacmélien, frémissant de lumière et de chants d'oiseaux. Fin de citation. René Despès a bénéficié d'un grand pouvoir de la transmission familiale. Son enfance devient son principal outil de travail. Les parents ont contribué d'une certaine façon. On retrouve quelques chansons traditionnelles dans ses romans, dans sa poésie, qui présente une spiritualité très poussée. Sa grand-mère l'emmenait souvent assister à des cérémonies vaudou sans la permission de sa mère, dit-il. Despès explique en quoi le vaudou représente toute la vie culturelle dans les campagnes haïtiennes. Détaille les phénomènes de possession qui n'ont vraiment rien à voir avec les spectacles présentés aux touristes, dit-il. Fin de citation. Tous ces bagages culturels ont fait de lui un être libre qui n'ignore jamais son identité. Il savait d'où il vient, il avait libre choix. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des doyens de notre littérature, de la francophonie, de la littérature française et de la littérature en général, parce qu'il publie en plusieurs langues. Il a publié à Cuba, carrément en espagnol, il publie dans d'autres langues, il publie aussi en anglais. Despès est dès cette époque-là reconnu comme un poète opposant au régime révolutionnaire, anticapitaliste. Il a été expulsé en maintes fois, provocateur, on peut dire, militant de gauche, très proche du mouvement de la décolonisation. Sa nostalgie constitue un fantasme, un envoûtement voué à ce pays qu'il a quitté sans jamais pouvoir revenir. Il reste très attaché à sa terre Haïti qu'il nomma Adriana. Adriana est loin et restera toujours ici et ailleurs, dans l'imaginaire merveilleux du poète. C'est ce qu'il dit, ailleurs, Haïti devient nul dans l'allégorie intemporelle du soi. Son amour pour Haïti a donné lieu à un chef-d'œuvre. René Despès privilégie le métissage que la négritude.
Il a écrit ce manifeste Bonjour et adieu la négritude. Avant de se faire soulever les bretelles par Césaire, il le dit clairement. La négritude est une forme de révolte pour affirmer une autre personnalité dans le monde. Fin de citation. Il compare le processus de la désaliénation que tout homme noir doit accomplir envers la culture coloniale avec la descente aux enfers d'Orphée à la recherche de justice. Il faut se faire violence à soi-même pour se retrouver. Et à cause de ce manifeste, Bonjour et adieu la négritude, Aimé Césaire a écrit un long poème que je vais vous déclamer tout à l'heure, qui s'appelle Mahoney. Mahoney permet d'exister, de résister à la foi. Aimé Césaire se constitue un poète messie qui partait à la conquête des âmes égarées sous l'influence de la poésie dite nationale, instaurée par Louis Aragon pour amener à l'essentiel des valeurs poétiques nègres, c'est-à-dire Mahoney, encore et encore. Le verbe Mahoney, c'est le titre du poème de Césaire. Voilà, ça commence ainsi. À René Dépès. C'est une nuit de scène, et moi, je me souviens comme ivre du chant dément de Boucron, accouchant ton pays au forceps de l'orage. Dépès, vaillant cavalier du tam-tam, est-il vrai que tu doutes de la forêt natale, de nos voix rauques, de nos cours qui nous remontent amers, de nos yeux de Rome rouge et de nos nuits incendiées? Se peut-il que les puits de l'exil aient détenu la peau de tambour de ta voix? Mahon-nous Dépès, Mahon-nous Dépès, j'accuse les mauvaises manières de notre sang. Est-ce notre faute si la bourrade se lève et nous désapprend tout soudain de compter sur nos doigts et de faire 3 tours de saluer? Ou bien encore, cela revient au même. Le sang est une chose qui va et revient, et le nôtre, je suppose, nous revient après s'être attardé. À quel Macumba? Qui faire? Et en vérité, le sang est un vaudou puissant. C'est vrai, ils arrondissent cette saison de sonnet pour nous. À le faire, cela nous rappellerait par trop le jus sucré que bavent là-bas les distilleries des mornes quand les lamboufs maigres font les ronds aux onzons des moustiques. Quiche, Dépès, le poème n'est pas un moulin à passer dans la canne à sucre. Ça non. Et si les rimes sont mouches, les mares sont rimes. Toute une saison loin de mar, moi te faisant raison, rions, buvons, marronnons. Gentil coup avec coup, le collier de commandement de la lune, avec autour du bras le rouleau bien levé du lasso de soleil, la poitrine tatouée comme une des blessures de la nuit. Aussi, je me souviens, au fait, est-ce que Dessalines, Mignonnet, Avertière, camarades d'Épès, c'est un problème assurément très grave des rapports de la poésie et de la révolution. Le fond conditionne la forme. Tu prends la suite après? Je ne trouve pas le reste. Hein?
Bon, je ne trouve pas le reste de ma poésie. C'est très long, mais ça s'appelle Mahoney. Il me semble qu'ailleurs c'est intitulé Lettres à René de Peste. Oui, oui. Ah ouais, c'est là. Mais c'est long, hein. Tu finis ou on passe à autre chose? Et si l'on s'avisait, aussi du détour dialectique, par quoi la forme prenant sa revanche, comme un figuier maudit étouffe le poème. Mais non, je ne me charge pas du rapport, j'aime mieux regarder le printemps. Justement, c'est la révolution et les formes qui s'attardent à mes oreilles, boulonnant ce son, mangeant le neuf qui se lève, mangeant les pousses de gras, non, le printemps, de peste, de la Seine, je t'envoie au Brésil, mon salut à toi, à Bahia, à tous les saints, à tous les diables, Baquito, Cantol Galo, Botafogo, Pate, Butu, à ceux des favelas, de peste, Bombouya, Bombala, Poiman, comme jadis, Banou, le bon tam-tam, éclaboussant leur nuit, rance d'un rue, sommaire, Das, Moudin, Aimé Césaire. Merci beaucoup. C'était long. Voilà. J'ai un poème pour finir, parce qu'après je vais passer à toutes les séries de poèmes et je commence. Et c'est de René de Peste, Adieu la Révolution. Extrait de Minerai Noir, 1926. Non, c'est trop long. 1946. Il avait 20 ans. Adieu à la Révolution. J'ai cessé d'être un poète noir, celui qui vivent à la porte de la maison des Amériques. J'ai quitté le foyer 2 fois natal. Mes rêves en morceaux tiennent dans un mouchoir. Je regarde dans les yeux mes jours, élargir un nouveau ciel de poète en moi. Je fais mes adieux à tout ce qui est mort. Sur pied dans ma vie, je mets à mort la foi et l'espérance qui ont failli truquer mon art de vivre. Je voyage désormais à la belle étoile. Des mots d'Alexandre Dumas père. Mon voyage est un enfant de pardon. S'étant trompé de chemin de croix, mon cheval innocent s'éloigne comme un voilier remis à neuf pour l'aventure océane. Ma tête grise a poussé dans les hauteurs des mots en pleine forme qui firent la pluie et le beau temps au jardin de la jeune Madame Paulette. Vive le Dieu émerveillé d'une langue française, aussi ronde en chair et en soleil que la courbe au lit de la femme en éclat de poésie. Vive les petits matins maternels de la langue française. Ils me font des signes de frère, tout en haut des mots bien créoles d'aimer. Aimer, vive la prose à Monsieur André Gide. J'ai sa fraîche aurore à la gorge. J'ai les mots frais du français de France. J'imagine fraîcheur du soir taillé dans la saison des îles pour couvrir les parcours sahariens du siècle. Au fond du panier d'années d'exil où mûrissent mes travaux et mes jours, très loin du désert cubain qui piquait les dés du fond de mon âme. Voici un sang, un horizon d'or libre, clibé de rivières et de rêves en cours. Voici la charrue des mots à donner en vrac et à la beauté.
et à la fraîche illumination d'autrui en prose et en poésie. Voici la pirogue qu'il faut pour descendre en chantant les tout derniers rapides du XXe siècle. Merci. Oui, avant de passer la parole à la salle pour lire d'autres poèmes de René Depestre, je vous propose un autre extrait du même recueil, Minerai Noir, qui a fait l'objet d'une vidéo sur YouTube par Dan Fight. Il a présenté sur une télé en présence de Christian Taubira. C'était un beau petit succès. En parenthèse, j'espère que vous avez compris le sens du poème que Ferdi vient de lire dans un texte qui a été publié ailleurs sous le titre « Lettres à René Depestre ». René Depestre est un poète qui écrivait en alexandrin et qui respectait la prosodie classique. Bon, donc Césaire l'a invité, l'homme l'a dit, la forme doit épouser le fond, quoi. Césaire l'a invité à déserter les règles de la prosodie classique. C'est ça qu'il appelle « marronnons-les Depestre ». Marronnons-les, c'est-à-dire abandonnons leurs règles, comme l'esclave marron qui fuit, qui prend la clé des champs, en sachant que si on le prend, on lui coupe un jarret, on lui coupe un bras, on le mutile, quoi. Malgré ça, l'appel de la liberté est trop fort pour l'esclave marron. Donc, c'est bon. Donc, c'est juste pour expliciter un tout petit peu le sens de cette lettre à René Depestre. Pendant longtemps, personnellement, j'ai cru que l'appel de Césaire n'avait pas été entendu. Mais j'ai vu une vidéo ultérieure de Depestre où il confessait que la position de Césaire l'avait réveillé. Lui avait fait prendre conscience qu'il y avait encore d'autres terrains à conquérir au niveau de la prosodie. Vous savez, les poètes négro-africains, Depestre est l'un des rares exemples de poètes négro-africains qui écrivaient justement en alexandrin, qui respectaient la prosodie classique. Les autres ne le font pas. Ni Césaire, ni Senghor, ni les autres. Il y en a quelques autres aussi, hein, mais c'est l'un des rares exemples. Donc, Senghor, il écrit des vers libres. Oui, bon, la ligne intérieure, c'est tout un débat. Hein. Moi, j'ai publié un article dans mon ouvrage, là, Paroles de poète, qui a fait l'objet de ma communication au 7e Congrès mondial de poètes à Marrakech, où je mets en garde contre les tentations de récupération. Quand un auteur est subversif, révolutionnaire, il provoque du scandale. On lui jette des pierres, des tomates pourries. Le jour où il est adoubé par tout le monde, on est tenté de dire ce que moi j'appelle des récupérateurs, quand en réalité, il était conforme. Il faisait ce que tout le monde faisait. Donc, on fait des acrobaties, on avale quelques syllabes par-ci par-là quand on lit le poème pour y trouver des alexandrins. C'est le sujet des ouvrages de Jacques Roubaud et Jean Mazalera, La vieillesse d'Alexandre, et puis de la métrique dans la prosodie française. Bon, c'est un truc qui m'a bien frappé il y a 30 ans, quoi. C'est pour ça que je me souviens de ça. Donc, je veux dire par là que, bon, Ferdier, David et Senghor a des aspects classiques dans sa poésie. Moi, je mets plutôt en garde contre la tentation des théoriciens qui veulent récupérer tout ce qui s'éloigne des sentiers battus.
Minerai noir. Quand la sueur de l'Indien se trouva brusquement tarie par le soleil, quand la frénésie de l'or draina au marché la dernière goutte de sang indien, de sorte qu'il ne resta plus un seul Indien aux alentours des mines d'or, on se tourna vers le fleuve musculaire de l'Afrique pour assurer la relève du désespoir. Alors commença la ruée vers l'inépuisable trésorerie de la chair noire. Alors commença la bousculade échevelée vers le rayonnant midi du corps noir. Et toute la terre retentit du vacarme des pioches dans l'épaisseur du minerai noir. Une ligne qui est mal foutue, je saute, au moyen d'obtenir quelques échanges précieux avec le métal noir, tout juste si les dames le rêvèrent d'une batterie de cuisine en nègre du Sénégal, d'un service à thé en massif négrion des Antilles. Tout juste si quelques curés ne promit à sa paroisse une cloche coulée dans la sonorité du sang noir, ou encore si un brave Père Noël ne songea pour sa visite annuelle à des petits soldats de plomb noir. Aussi quelques vaillants capitaines ne taillaient son épée dans les veines minérales, toute la terre retentit de la secousse des foreuses dans les entrailles de ma race, dans le gisement musculaire de l'homme noir. Voilà de nombreux siècles que dure l'extraction des merveilles de cette race. Ô couche métallique de mon peuple, minerai inépuisable de rosée humaine, combien de pirates ont exploré de leurs armes les profondeurs obscures de ta chair, combien de flibustiers se sont frayés leur chemin à travers la riche végétation de clarté de ton corps. Que je vais m'arrêter là pour l'extrait. C'est un long poème. Hein. Et c'est minerai noir, mais je crois bien qu'il a été publié en 1956. En 1945, il a publié Étincelle. Donc, minerai noir, c'est un poème très célèbre. Enfin, je félicite Thierry Ajax. L'œuvre de Duplessis est très variée. C'est vaste. Elle a cité l'essentiel de ça. Il a le prix Renaudot avec Adriana dans tous mes rêves. Il a des prix dans tous les pays. Il a eu plusieurs prix. Et bon, juste un petit détail quand même. Il avait d'abord été expulsé de France une première fois, avant de revenir. Et depuis, il est resté. Il est naturalisé français. Donc, il répond parfaitement au profil de ces personnes d'exception, venues d'ailleurs, qui font l'objet de notre cycle de conférences sur diversité et culture. Ces personnes d'exception venues d'ailleurs. Je passe la parole à la salle pour la lecture des bols.